Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'actu. On continue à regarder l'actualité de différentes personnalités et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan van Guatsenoven. Alors Gaëtan, bonjour. Bonjour. La Covid est venue bouleverser un peu notre quotidien. Et dans notre quotidien, il n'y a pas que le confinement, il y a également l'aménagement du territoire, la ville, comment on vit, comment est-ce que l'on se déplace, comment est-ce que l'on travaille. Est-ce que tout ça a amené chez toi des réflexions particulières? On est amené naturellement à réfléchir, à mettre les choses un peu plus en perspective, peut-être à moins réagir dans l'immédiat, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours simple. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur la densité, des débats d'ailleurs qui ne sont toujours pas achevés, mais on comprend évidemment dans ces périodes combien la place de la nature en ville est fondamentale. Or, Bruxelles est encore une ville où il y a cette présence. Dans des tas de villes, il faut parfois investir des sommes extraordinaires pour pour ramener en quelque sorte la nature, parfois de façon artificielle, à grands frais. Chez nous, elle existe encore dans de nombreux quartiers. Il faut pouvoir la préserver. Faisons en sorte que le développement urbain ne l'ignore pas et que des questions, comment pourrais-je dire, de simple rentabilité de projet ne viennent pas détruire des poches de biodiversité, des poches de nature, des poches de verdure. La nature en ville, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose de fondamental et qui doit devenir réellement un élément central de réflexion mais pour les décideurs dans les mois et les années qui viennent. Tu parlais de densité, mais c'est vrai que la densité, c'est vraiment le sujet primordial depuis des années. On dit il faut densifier, 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 tout en essayant de préserver un peu d'espace vert. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la densification, elle est un peu remise en question par ce coronavirus en se disant qu'il nous faut de l'espace. Il faut de l'espace pour que les gens ne se croisent pas trop près l'un de l'autre. Est-ce que tu crois que demain, on va remettre en question cette densification? Et il y a des quartiers dans lesquels, dès à présent, la densification est excessive. Certain nombre de quartiers centraux. Hein, j'en connais un en tant que responsable d'Anderlecht, à Kuregem. Travailler à la dédensification d'un quartier comme ça est fondamental si on veut ramener une certaine forme de qualité de vie durable. Dans certains quartiers à Bruxelles, on travaille sur la densification et dans d'autres, on travaille sur la dédensification. Ce n'est plus un tabou d'envisager la dédensification. Ailleurs, par exemple, là où il y a les grands projets urbains, au canal, dans les zones leviers, hein, les fameux PAD, il faut manifestement nuancer la densification parce qu'il faut pouvoir préserver effectivement cette présence de la nature en ville, de la verdure, de la qualité de vie, mais aussi parce qu'on voit que densifier sans garantir une amélioration des infrastructures, c'est une densification qui est évidemment qui abaisse la qualité de vie et qui incite toute une série de personnes à quitter la ville. Il faut des infrastructures, crèches, écoles, endroits de plaisir, de culture, infrastructures de communication. Le nimbisme est souvent l'argument qui a été jeté à la figure de toute une série de riverains, d'associations pour clore le débat. Or, bien sûr, il y a des arguments qu'on peut écarter, mais lorsqu'on discute avec les gens de ces quartiers, avec ces comités d'habitants, on se rend compte que toute une série d'arguments sont sensés. Et c'est pour cela que ce dialogue, cette concertation doit être promue. Ce n'est pas une perte de temps, c'est à mon sens même un gain de temps. Cela évite de voir émerger une ville conflictuelle où tout finit finalement devant le Conseil d'État, devant les tribunaux, et voilà, et où chacun radicalise ses positions, et finalement, au bout du compte, tout le monde est perdant. Il y a 15 jours d'ici, j'avais réalisé une émission Archi Urbain L'Actu avec Bernadette Stallart qui fait partie du comité Vogelzang et qui se battait contre la construction d'un lotissement en intérieur d'îlot au Negenmanneke. Et elle m'a écrit justement hier pour me dire que la commune de Sint-Petersleu avait décidé que c'était terminé, on ne pouvait plus construire en intérieur d'îlot et qu'il fallait préserver ces espaces verts, petits, et pas toujours essayer de tout construire partout pour grappiller chaque espace vert qu'il y a encore dans Bruxelles ou ailleurs.
Et, euh, et ça me fait penser en fait à une émission que je suis en train de préparer sur Mediapark, où là également il y a un comité de quartier qui se bat pour la préservation de tout ou partie de l'espace vert, de la forêt, ce que j'appelle moi la forêt de la RTBF, donc ce qui est juste derrière le siège de la RTBF et de la VRT. Il y a des comités de quartier qui se battent également sur les espaces verts à Josaphat. Quel est ton point de vue par rapport à ça? À Anderlecht, j'ai fait en sorte qu'à un moment où la pression urbaine était très forte sur la vallée de Nerpede et sur le Vogelzangbeek, que la commune, en quelque sorte, prenne position pour préserver durablement ces espaces, plutôt que d'essayer de les valoriser, ce qui était jusque-là un peu la ligne, même si on ne l'avouait qu'à mi-mot. Et donc de dire maintenant on va préserver ce qui reste, et ce qui reste, parce que si on ne prend pas ce genre de mesures, dans 10 ans il sera trop tard, et que dans une commune où il y a de plus en plus d'habitants, il faut à un moment donné pouvoir préserver des poumons nature. Et donc la commune a pris a montré l'exemple et a créé donc un stop à l'urbanisation et a mis ces terrains dont elle est propriétaire au service de l'agriculture urbaine, par exemple. Et on a pu redévelopper une véritable agriculture urbaine de sol à Nerpede et au Vogelzangbeek. Et j'en suis très fier en tant qu'ancien bourgmestre et ancien échevin du développement territorial et du développement durable. Et donc forcément, un certain nombre d'associations ont pris langue avec moi. Et je les ai naturellement soutenus, conseillés, au départ de mon expérience, pour partager évidemment à la fois mon point de vue, mais aussi pour répondre à leurs questionnements. Je pense qu'ils ont raison. Il est possible de préserver un environnement, une biodiversité. Ça n'est pas quelque chose qui doit être considéré avec une sorte de mépris ou de haussement d'épaule, ce qui était encore le cas. Allez, quand on parlait, allez, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes papillons et tes abeilles, à un moment donné, j'ai eu aussi droit à ce genre de remarques. Je passais pour un zozo, moi, ou un illuminé. Il y a, je pense, aussi une grande différence entre se dire que l'on va faire un parc urbain accessible à tout le monde et avoir un espace qui n'est pas piétiné par l'humain et où la biodiversité, la faune et la flore peuvent vivre en totale liberté sans avoir peur d'être dérangés par quoi que ce soit, par de la lumière, par du piétinement, par des fêtes, par tout ce qu'on veut bien. Je pense qu'il y a également, dans la préservation de la nature, il y a le fait de mettre des arbres place de Brouckère et puis il y a le fait également de préserver des zones sauvages, je veux dire. Tu as absolument raison. Et dans la zone de Nerpet, c'est pour ça que j'ai créé des réserves naturelles qui justement étaient des puits à biodiversité. Entre les zones de loisirs accessibles au grand public, les zones de maraîchage qui avaient aussi notre vocation. Il faut aussi qu'il y ait des endroits où la nature soit réellement en grande quiétude. C'est pour ça que j'essaye de promouvoir depuis un certain nombre d'années le concept de parc naturel régional ou de parc naturel urbain régional, parce que ce concept permettrait en quelque sorte de faire la synthèse avec tous ces objectifs. C'est un concept qui, à mon sens, existe d'ailleurs à l'étranger, qui aurait le mérite aussi d'être expérimenté à Bruxelles. C'est à mon sens un élément du puzzle de la conservation de la nature que nous n'avons pas, c'est-à-dire entre les sites hyper protégés puis les sites qui ne le sont pas du tout. Il n'y a pas cette, comment pourrais-je dire, cette étape intermédiaire qui permet la présence d'activités humaines, mais qui sont encadrées. On a vu également émerger quelque chose de tout à fait nouveau avec ce confinement, c'est que tous ces gens sont partis, enfin ils sont plutôt restés chez eux pour travailler, ils ont fait du télétravail. Est-ce que tu penses que demain, ça va remettre en question la construction de bureaux à Bruxelles? Encore une fois, il ne faut pas basculer d'un extrême à l'autre. Ça, c'est souvent ce qu'on fait. Et c'est d'abord, on pense qu'il faut du bureau pour tout le monde, puis il faut du bureau plus pour personne. C'est faux. À un moment donné, lorsqu'on travaille dans une société, il faut qu'on puisse se retrouver, qu'il puisse y avoir un esprit d'entreprise, etc. On ne peut pas faire 100% du travail en télétravail. Mais c'est vrai que
la spatialisation du bureau, son usage, sa consommation doit être revue, doit être réadaptée. On peut s'interroger évidemment sur l'utilité peut-être d'un certain nombre de projets. Et clairement, si on doit construire demain du bureau, il faut le faire différemment que ce qu'on fait jusqu'à présent manifestement. Ça permettra d'améliorer les conditions de travail de ceux qui y travaillent et aussi d'éviter une suroffre et la présence de bâtiments inutiles dans la ville. Avec le confinement, outre le travail, on a vu également l'habitat qui avait son importance, des habitats peut-être trop petits pour des familles trop nombreuses, des habitats qui n'avaient pas de jardin ou de terrasse. Alors on leur a dit, mais ce n'est pas grave parce que vous avez un espace public aux alentours où vous pouvez aller vous promener, vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin ou une terrasse personnelle. Or, on a vu qu'avec les espaces publics fermés, sans terrasse et sans jardin, c'est difficile de vivre enfermé et confiné. Est-ce que dans ton expérience à Anderlecht, il y a des projets où tu te dis, flûte, on aurait dû peut-être faire plus attention à certaines choses, essayer d'aménager des espaces de vue peut-être simplement, ou des terrasses plus grandes, etc. Et est-ce que tu crois que ça va modifier certaines choses dans la construction des logements demain? Moi, je me souviens de commissions de concertation parfois difficiles où je plaidais devant des représentants régionaux et parfois devant des promoteurs où on m'expliquait que voilà, la ville du futur, c'était des tout petits logements et que les logements bruxellois, ils étaient beaucoup trop grands et que voilà. Moi, j'ai toujours été très prudent parce que enfin, j'ai grandi dans un appartement et je sais ce que c'est évidemment finalement de pouvoir bénéficier d'un minimum d'espace, la promiscuité, etc. L'envie effectivement à un moment donné de se retrouver avec soi-même. Et donc, moi j'ai toujours plaidé pour le fait qu'on n'aille pas à toute berzingue vers cet habitat parisien ou londonien minuscule, soi-disant plus accessible, etc. C'est ce qu'on a essayé de faire, par exemple, au niveau du PPS Beestonbrook, c'est de prévoir évidemment des espaces publics de qualité, la création d'un parc, la création de places publiques, la création de vues sur le canal, de vues sur la ville, mais aussi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des promoteurs, que ça leur plaise ou non, je leur ai dit, n'allons pas trop vers la réduction des tailles, parce que c'est une réponse de facilité. Il ne faut pas qu'à un moment donné, dans la vie, on n'ait que comme possibilité que d'aller en province pour avoir un logement. C'est un échec terrible et bon, j'ai connu beaucoup de familles, de proches qui ont fait ce choix non pas par vocation mais par obligation. Gaëtan, je terminerai par ceci parce que cette nouvelle manière de faire du média et par vidéoconférence me permet de rentrer un peu chez toi. Et donc, ton décor me montre que tu es un grand fan de Star Wars. Et oui, qui l'eût cru, n'est-ce pas? Oui, depuis que j'ai 4 ans, donc voilà. C'est, bah, on avait plus ou moins le même âge, à mon avis. Donc, depuis le premier épisode, tu es content de l'évolution? Le premier épisode que j'ai vu au cinéma, c'était l'Empire contre-attaque, à vrai dire. Mais mon premier personnage, c'était un homme des sables, que j'ai d'ailleurs toujours, et qui m'avait été offert par ma grand-mère, je m'en souviens. Disons que l'évolution du monde de Star Wars, voilà, il y a des choses qui me laissent un petit peu plus sur ma faim. Mais bon, voilà, c'est à la fois un lien avec mon enfance, avec des souvenirs. Et puis, bon, voilà, je suis un grand fan de films fantastiques. Ce n'est pas celui de grand monde. Et Star Wars, voilà, allez, c'est ma Madeleine de Proust en quelque sorte. Bon, ben alors je reviendrai pour une autre émission pour parler science-fiction et films fantastiques si tu le veux bien. On a été privé du bif cette année, hein. C'était la première fois depuis 30 ans que je n'allais pas au bif, moi. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bon, espérons que 2021 sera mieux. Je te remercie pour toutes ces réponses à mes questions et je te souhaite un très très bon déconfinement. À vous également et à bientôt. Merci Gaëtan.